Bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons définir ce que sont les extrémums globaux et locaux d'une fonction de deux variables. Nous allons travailler avec une fonction f de deux variables, définie sur un domaine D du plan R au carré, et une fonction qui est aussi à valeur réelle. Donc pour fixer un peu les idées, ça peut être la fonction f définie par f de x et de y égale logarithme de l'expression x multiplié par entre parenthèses y moins x, pour laquelle le domaine D de définition est l'ensemble des couples xy dans R carré, donc ça c'est simplement pour dire x est dans R et y est dans R, mais tel que ce qu'il y a dans le logarithme, c'est-à-dire x fois y moins x, doit être strictement positif. Donc le domaine D, comme j'ai expliqué ici, c'est un domaine du plan R2, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, le domaine D peut être représenté dans un plan, et d'ailleurs cette fonction, la log de x fois y moins x, a déjà été traitée dans la vidéo sur les domaines de définition, et on a vu que le domaine de définition était la partie ici en rose, là, à l'exclusion des deux droites bleues et vertes. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, la fonction s'appelait h, donc c'est pour ça qu'ici, la notation c'est d indice h au lieu de d. Donc il y a d'une part, lorsqu'on étudie une fonction de deux variables, il y a le domaine de définition qu'on peut représenter dans un plan, et il faut pas confondre avec le graphe de la fonction, qui lui est représenté dans l'espace, parce que en fait le graphe c'est la surface d'équation z égale f de x et de y. Et donc ici, il faut vraiment voir un objet en 3D, et bien voir que lorsque l'on va parler ici, dans la vidéo, d'extrémum, c'est une notion qu'on va plutôt visualiser dans l'espace, sur le graphe représentant la fonction. On voit ici qu'on retrouve, avec une vue de dessus, le domaine de définition. Et l'idée des extrémums, c'est de trouver sur le graphe de la fonction, où est-ce qu'on a des sommets ou des creux de vagues, si on peut dire, en imaginant que la surface, c'est comme si c'était la surface de l'eau. Donc, pour être tout à fait précis, lorsqu'on parle d'extrémum d'une fonction f, ça désigne simplement soit un maximum de f, ou alors un minimum de la fonction f. Mais derrière la notion d'extrémum, il y a à distinguer plusieurs notions à l'intérieur, qui sont d'une part les extrémums globaux, et d'autre part les extrémums locaux. Donc il y a la notion de maximum global et de maximum local, la notion de minimum global et de minimum local. Donc dans cette vidéo, nous allons vraiment préciser ce que sont ces quatre notions-là, et à chaque fois, nous allons nous appuyer sur ce que l'on sait faire déjà sur les fonctions d'une variable, et on va voir comment on généralise ça aux fonctions de deux variables. Donc pour commencer, on s'intéresse à la notion de maximum global, et je rappelle ici, en fait, ce que l'on sait déjà sur le maximum global d'une fonction d'une variable. Donc on imagine une fonction f définie sur un intervalle i de l'ensemble des réels, elle est représentée par une courbe d'équation y égale f de x, et là, sur l'exemple que j'ai choisi, on a une courbe qui est définie, si on veut, enfin une fonction qui est définie sur l'intervalle 1, 8, avec 1 qui est compris et 8 qui est compris également. Donc lorsqu'on parle de maximum global, la définition intuitive, c'est de dire que c'est la hauteur du point le plus haut de la courbe, c'est-à-dire qu'on va chercher la plus grande valeur prise par la fonction f, mais comme l'équation c'est y égale f de x, ça correspond à aller chercher la plus grande valeur prise par y lorsqu'on regarde la courbe ici. Donc la plus grande valeur, ou au moins le point le plus haut de la courbe, finalement ici, c'est le point B, et c'est pour ça en fait que le maximum global, ça va être la valeur en y du point B, donc c'est-à-dire 5. Donc en fait, le maximum global, c'est 5, et on dit qu'il est atteint, puisque donc le point B a pour abscisse 2, on dit que le maximum donc global 5, il est atteint en x égale 2. Maintenant, si on veut donner une définition rigoureuse de ce que c'est qu'un maximum global d'une fonction d'une variable, en fait, on dit que le réel grand M, c'est un maximum global de la fonction f sur l'intervalle i, si, d'une part, il existe petit a dans grand I, tel que f de a est égal à m, et d'autre part, pour tout x dans i, on a f de x inférieur ou égal à m. Donc derrière cette définition rigoureuse, il y a vraiment trois informations.
La première, c'est que lorsqu'on parle d'un maximum global, c'est avant tout un réel. Donc par exemple, plus l'infini, ça ne peut pas être un maximum global d'une fonction. Ensuite, l'autre information, c'est que le réel m, qui va être le maximum global de votre fonction, il est forcément atteint par la fonction, donc c'est f d'une autre valeur. Donc ici, comme je disais, maximum global c'est 5, mais en fait 5 c'est f de 2. Donc c'est bien, ici, ça correspond à a égale 2, et on a bien le maximum là qui est donc 5, qui est atteint par la fonction, et il est atteint en 2. Et enfin, la dernière information, c'est que lorsqu'on dit que pour tout x dans i, on a f de x inférieur ou égal à m, donc ici ce serait pour tout x dans notre intervalle, on a f de x inférieur ou égal à 5, ça veut dire qu'en fait, tous les points de la courbe, eh bien, ils ont une valeur en y, donc une ordonnée, qui est inférieure ou égale à celle de b, donc inférieure ou égale à 5. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur le maximum global d'une fonction d'une variable, et d'ailleurs, comme je le sous-entends là, en fait, lorsqu'on démontre qu'une fonction possède un maximum global, en fait, on peut montrer que ce maximum global est unique, il n'y en a forcément qu'un seul, et donc c'est pour ça qu'on parle non pas de un maximum global, mais on parle du maximum global de la fonction. Pour ce qui est des fonctions de deux variables, on va avoir des choses quand même plutôt analogues dans cette situation-là. Donc on part d'une fonction f de deux variables qui est définie sur un domaine D du plan R carré. Donc on a par exemple la surface telle qu'elle est représentée ici sur la gauche de l'écran. Donc sur cet exemple, le domaine D, c'est l'ensemble des couples x, y dans R carré tel que x est strictement compris entre moins 4 et 4, et y strictement compris entre moins 4 et 6. Ce qui peut aussi se noter D égale intervalle moins 4, 4 fois l'intervalle moins 4, 6, sachant que le premier intervalle, c'est forcément les valeurs, si on veut, autorisées pour x, et en deuxième position, si on veut, c'est l'intervalle pour les valeurs autorisées en y. Et j'attire votre attention sur les couleurs qui sont mises en jeu, c'est-à-dire qu'ici, l'intervalle est mis en rouge pour désigner justement x, parce que sur l'animation, l'axe rouge c'est l'axe des x, et pareil ici en vert parce que sur l'animation l'axe vert c'est l'axe des y. Bien, donc maintenant si on donne une définition intuitive de ce que c'est que le maximum global d'une fonction de deux variables, en fait ça va être la hauteur du point le plus haut de la surface. Donc ici ça correspond au point B sur l'animation, et en fait on peut remarquer que sur cet exemple-là, donc B a pour coordonnées -2, -2, 6, ce qui fait que le maximum global, c'est la hauteur du point B, donc c'est 6, et on dit qu'il est atteint au couple, donc -2, -2, qui donne les valeurs en x et y. Si on s'intéresse maintenant à la définition rigoureuse de ce que c'est que le maximum global d'une fonction de deux variables, ben là encore, on dit que le réel grand M est un maximum global de la fonction f sur le domaine D si, premièrement, il existe un couple AB dans le domaine D tel que f de AB est égal à M, ce qui veut dire là que le point M, le réel M est atteint par la fonction, donc sur le domaine D. Et deuxièmement, pour tout xy dans le domaine D, on a f de x et de y qui est inférieur ou égal à m. Donc on a vraiment, forcément, donc quand on parle de maximum global, c'est forcément un réel. Ensuite, il est forcément atteint par la fonction sur le domaine D. Et pour terminer, la dernière condition, là, la numéro 2, elle signifie en fait que tous les autres points de la surface se trouvent à une hauteur inférieure ou égale à la hauteur qui correspond à notre maximum global, c'est-à-dire ici, par exemple, sur l'exemple, forcément, tous les points sont à une altitude, si on veut, inférieure ou égale à 6. Bon, alors maintenant qu'on a vu cette notion de maximum global, on va passer un peu plus de temps sur la notion de maximum local. Et là encore, on va partir de ce qui est le mieux, qui est un peu plus connu, c'est-à-dire ce que l'on sait faire sur les fonctions d'une variable. Donc, on part encore d'une fonction f définie sur un intervalle i, on a la courbe représentative comme ici sur l'exemple à gauche, et lorsqu'on parle de maximum local, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va aller chercher la hauteur d'un sommet de vague, toujours en imaginant que la courbe représente une certaine vague.
Donc si on regarde de près tout cela, enfin cet exemple-là plutôt, on voit en fait qu'on a un sommet de vague à 3 endroits, ici au point B, ensuite au point D, et enfin ici au point F. Donc ça signifie en fait que la fonction va avoir 3 maximums locaux. Donc elle va avoir, par rapport au point B ici, la hauteur du point B en fait c'est 5, donc on va avoir un des maximums locaux, ça va être 5. Ensuite quand on regarde au point D, la hauteur c'est 3, donc c'est l'un des maximums locaux. Et pour F, qui est ici à la hauteur 4,5, donc dans ce cas-là, on a aussi cette valeur-là qui est un maximum local. Donc, chacun étant évidemment, donc 5 ici est atteint en 2, 3 est atteint en 7, et ici 4,5 en fait il est atteint en 8. Alors, si maintenant on doit donner une définition rigoureuse de ce que c'est qu'un maximum local, eh bien précisément on dit que le réel grand M est un maximum local de la fonction f sur l'intervalle i, si premièrement il existe a dans i tel que f de a est égal à m, et deuxièmement il existe epsilon strictement positif tel que pour tout x dans i vérifiant x strictement compris entre a moins epsilon et a plus epsilon, on a alors f de x inférieur ou égal à m. Donc là encore il y a 3 informations. La première c'est que maximum local d'une fonction c'est forcément un réel. Ensuite il est forcément atteint par la fonction. Donc par exemple si on prend pour le réel 3 ici on a dit que ça correspondait au point D qu'on a là. Donc il est bien, donc 3 c'est bien un réel. Il est atteint en 7, c'est-à-dire qu'ici par rapport à la condition numéro 1, c'est-à-dire que A est égal à 7. Et enfin, la dernière condition ici, qui paraît un petit peu plus compliquée à gérer, en fait, elle traduit la notion de ce que c'est qu'un maximum local. C'est-à-dire que quand on parle de maximum global, on regarde la fonction globalement sur tout l'intervalle i. Alors que lorsqu'on parle de maximum local, on va pas regarder la fonction sur tout l'intervalle i, mais on va regarder localement autour du point qui nous intéresse. Donc si on prend l'exemple du point D qui est ici, donc comme on a dit, il est atteint en a égale 7. Donc on va se placer en fait autour du point D, et donc par ricochet autour de la valeur 7 ici au niveau des abscisses. Et donc au lieu de regarder donc sur carrément tout l'intervalle 1, 8, on va regarder autour de 7, et donc sur un intervalle qui va être de la forme 7 moins epsilon, 7 plus epsilon, pour regarder vraiment autour de la valeur 7. Et en fait, une fois qu'on s'est concentré sur un intervalle de cette forme-là, on regarde la courbe, donc ce que j'ai mis ici en rouge, et on oublie toute la partie bleue. On regarde que la partie rouge, et on se demande, est-ce que sur la partie rouge, là, quand on regarde tous les points qui sont dans la zone rouge, est-ce que le f de x est inférieur ou égal à la valeur du maximum local là qu'on a en tête. Alors ici, on constate que notre m ici, a priori, c'est 3, et là on voit qu'il y a des points là rouges qui ont une valeur en y qui est supérieure à 3. Donc là ça n'a pas l'air de coller. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans la condition 2, c'est que ça commence par il existe epsilon strictement positif. Donc ça veut pas dire que ça va être vrai pour n'importe quel epsilon, ça veut dire juste qu'il faut en trouver un qui fonctionne. Donc là en fait quand on se rend compte qu'ici il y a des points un peu trop hauts, c'est parce qu'en fait on n'a pas regardé assez près autour de 7, et donc il faut zoomer un peu plus. Alors si on zoome un peu plus, ça veut dire qu'on prend un epsilon un peu plus petit, et en prenant un epsilon un peu plus petit, ça veut dire qu'on zoome un peu plus autour du point D ici, et là maintenant sur cet intervalle-là qu'on a choisi, là on se rend compte que tous les points rouges sont bien à une hauteur inférieure à la hauteur du point D. Et donc là on a vraiment trouvé un epsilon positif, tel que pour tout x dans i, vérifiant x entre a moins epsilon et a plus epsilon, c'est-à-dire ici 7 moins epsilon et 7 plus epsilon, on a bien le f de x qui est inférieur ou égal à 3. Donc il faut bien comprendre que cette notion de local, ça signifie qu'il faut absolument zoomer dans la zone qui nous intéresse pour voir si sur cette zone-là, on a bien toute la courbe, si on veut, qui est inférieure, ou avec tous les points de la courbe, qui ont une ordonnée inférieure ou égale à celle du point où on juge qu'il y a un maximum local. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se rendre compte que là on a trouvé un epsilon qui marche, mais évidemment si on avait pris un epsilon un peu plus petit, ça marchait aussi. Donc ça, pas de problème là-dessus.
Et si on regarde maintenant les autres points, ben pour le point B ici, donc on avait dit que 5 était un maximum local, ben là on a trouvé justement un intervalle autour de A, c'est ici A qui valait 2, sur lequel en fait on a bien tous les points rouges qui sont à une hauteur inférieure ou égale à celle du point B. Et pareil ici, même si c'est un peu particulier parce qu'on est sur le bord de l'intervalle, donc on se place a priori, donc comme f est atteint, la valeur 4,5 quoi, elle est atteinte pour x égale 8, c'est-à-dire qu'ici a égale 8, mais on regarde que à gauche de 8 parce qu'en fait on travaille sur l'intervalle 1,8. Donc quand on respecte x dans i avec x entre 8 moins epsilon et 8 plus epsilon, on est quand même obligatoirement, puisqu'on est dans i, on reste quand même inférieur ou égal à 8. Donc on est maintenant sur cet intervalle-là, et là sur cet intervalle-là, on voit bien que tous les points rouges ont une ordonnée inférieure ou égale à 4,5. Donc ça, c'est un peu plus subtil en termes de définition rigoureuse, mais par contre, l'interprétation géométrique, et donc justement qui repose un peu plus sur la version intuitive, est quand même assez simple à comprendre, même si c'est plus difficile à mettre en place lorsqu'on fait vraiment les choses de façon rigoureuse. Donc maintenant, on va regarder comment on généralise cela à une fonction de 2 variables. Donc on repart comme tout à l'heure sur une fonction f de 2 variables définie sur un domaine D de R carré. On prend le même exemple que tout à l'heure, dans lequel D en fait c'est l'intervalle moins 4,4 fois l'intervalle moins 4,6. Dans ce cas-là, lorsqu'on va parler de maximum local, il faut encore là penser que la surface représentant la fonction, c'est comme si c'était la surface de l'eau, et que on va chercher la hauteur de n'importe quel sommet de vague. Donc il faut aller chercher tous les sommets de vague, et dans ce cas-là, on va avoir la hauteur de ces sommets-là qui va donner un ou plusieurs maximums locaux. Donc ici, dans l'exemple, on voit qu'il y a 2 sommets de vague, un qui correspond au point A et l'autre au point B. Donc ici, précisément, le point A, il a pour coordonnées 2, 3 et 3, et le point B a pour coordonnées -2, -2 et 6. Ce qui fait que lorsqu'on cherche les maximums locaux, en fait, les maximums locaux, ça va être les altitudes, si on veut, des 2 points A et B, donc ça va être 3 et 6. Et donc, le réel 3, lui, sera atteint au couple 2, 3, tandis que le réel 6, lui, sera atteint par la fonction f, au couple -2, -2. Maintenant, si on s'intéresse à la définition rigoureuse, il va falloir généraliser la notion d'intervalle qu'on avait tout à l'heure autour de A, qui était A moins epsilon, A plus epsilon. Ici, il va falloir le généraliser pour quelque chose qui se passe en 3 dimensions. Donc précisément, la définition rigoureuse, c'est de dire que le réel grand M est un maximum local de la fonction sur le domaine D, si premièrement, il existe AB dans D, donc le couple AB dans D tel que f de AB égale M, donc ça veut simplement dire que le réel M est atteint par la fonction. Et ensuite, deuxième condition, il existe epsilon strictement positif, tel que pour tout xy dans D avec xy appartenant au disque de centre AB et de rayon epsilon, on a f de x et de y inférieur ou égal à M. Donc précisément là, si on s'intéresse à l'exemple qui nous intéresse, qui nous concerne ici, on va prendre donc A qui est lui, donc comme on a déjà dit, de coordonnées 2, 3 et 3. Donc on va le projeter au sol, si on veut, donc sur le plan x ou y, parallèlement à l'axe des z, et on va obtenir un point A' qui va avoir pour coordonnées 2, 3 et 0. Et ça, donc, c'est vraiment vu dans le plan x ou y. Donc, le couple AB, là, qui nous intéresse dans la définition, ça va être le couple 2, 3. Donc, pour ce qui concerne justement de regarder localement autour du point A, en fait, on va se placer autour du point A', et pour se placer autour du point A', on va justement considérer le disque de centre AB et de rayon epsilon, qui est en fait simplement le disque qui se trouve dans le plan x ou y, qui a pour centre le point A', et qui a pour rayon epsilon. Et donc on va regarder tous les points à l'intérieur du disque, et pour tous ces points-là, ils ont donc forcément une certaine valeur pour leurs coordonnées, forcément un certain x et un certain y, et pour tous ces x et ces y-là, on va regarder f de x et de y, et on veut absolument qu'ils soient inférieurs ou égal
à notre maximum local grand M. Donc concrètement, au niveau géométrique, ça veut dire que quand on regarde XY qui se balade dans le disque vert là qui est centré en A' et de rayon epsilon, on va regarder en fait tous les points de la surface qui sont à la verticale de ce disque là. Ça va nous donner toute la zone mauve là qu'il y a sur la surface, et ça nous fait juste cette zone là de la surface, et nous on veut absolument que tous les points de la zone mauve aient une altitude qui est inférieure ou égale à l'altitude du point A. Et si c'est le cas, on a affaire à un maximum local. Et donc là encore, dans la définition, c'est bien un il existe epsilon strictement positif. Donc il s'agit de trouver une valeur d'epsilon, donc une valeur du rayon de disque, pour lequel, lorsqu'on va regarder la surface au-dessus de ce disque vert, là, ben on veut absolument que A soit le point le plus haut parmi cette zone mauve là qui correspond à la surface uniquement au-dessus du disque. Maintenant que l'on a dit ça, on va pouvoir basculer sur toutes les définitions qu'on a vues sur le maximum, mais on va les basculer sur minimum. Donc là, je vais aller un peu plus vite, puisque ça va pas, il n'y a pas une grande différence entre maximum et minimum, c'est simplement une inégalité qui va changer de sens. Donc précisément, si on parle de minimum global d'une fonction d'une variable, on repart sur le même exemple que tout à l'heure. Il faut se dire que minimum global, c'est la hauteur du point le plus bas de la courbe, c'est-à-dire ici, on voit que c'est le point C, donc le minimum global, ça va être 1, parce que c'est l'ordonnée du point C, qui est atteint en 5. Dans ce cas-là, la définition rigoureuse ne change quasiment pas par rapport à maximum, c'est simplement ici. Donc maintenant, au lieu d'avoir, enfin tout à l'heure on avait pour maximum inférieur ou égal, bah ici on veut que ce soit supérieur ou égal, pour que ce soit le point le plus bas qu'on récupère. Et donc lorsqu'on veut définir la notion de minimum global d'une fonction de deux variables, là encore on reste sur la même genre enfin le même enjeu si on veut, c'est d'aller chercher la hauteur du point le plus bas de la surface. Donc ici ça concerne le point C. Le point C, il a pour coordonnées 1, 1 et moins 2. Donc ça veut dire que le minimum global de notre fonction ici, ça va être moins 2, donc l'altitude du point C, qui est atteint au couple de coordonnées 1, 1. Et si on veut donner la définition rigoureuse de ce que c'est qu'un minimum global, eh bien il suffit, pareil que tout à l'heure, au lieu de tout à l'heure pour maximum global, on avait ici un inférieur ou égal, ben là maintenant, il suffit de mettre un supérieur ou égal, et on a la définition correspondant au minimum global. Donc maintenant, si on bascule sur le minimum local, eh bien on regarde ce que ça signifie sur une fonction d'une variable. Eh bien dans ce cas-là, on va aller chercher tous les creux de vague que l'on a sur la courbe. Donc ici, on en a 3. Il y a ici au point A, au point C et au point E, ce qui fait qu'on va avoir 3 minimums locaux. Donc il va y avoir le réel 1 qui correspond ici à l'ordonnée du point C, 2,75 qui est l'ordonnée du point E, et le réel 4 qui est l'ordonnée du point A. Et si on veut faire si on veut donner une définition rigoureuse de minimum local, toujours pareil, c'est la même chose que pour maximum local, sauf qu'ici en bas on a f de x supérieur ou égal à m, alors que tout à l'heure on avait inférieur ou égal à m. Donc concrètement, plutôt ou visuellement sur le dessin, ce que ça veut dire, c'est toujours la même histoire. C'est par exemple ici le point E, il est atteint, il a pour ordonnée la valeur ici qui est à 2,75, il est atteint en la valeur ici que j'ai noté petit a, on se place sur un petit intervalle autour de petit a, donc l'intervalle a moins epsilon, a plus epsilon. Sur cet intervalle-là, on voit que le point E est le point qui a l'ordonnée la plus petite parmi tous les points rouges qui sont ici. Ce qui veut dire qu'on a bien un minimum local pour l'ordonnée du point E. Pour les autres points, c'est pareil. Ici, pas de souci. Hop, et là, même problème, si on peut dire. Enfin, on reste à droite de 1, parce que l'intervalle, c'est l'intervalle 1,8. Mais c'est à peu près l'équivalent de ce que l'on avait remarqué par rapport au point qui était ici le plus à droite et pour lequel on avait quand même un maximum local. Donc ici, c'est l'équivalent, mais en minimum local.
Voilà, donc maintenant, sur une fonction de 2 variables, on a exactement la même dynamique en quelque sorte. Donc on va aller chercher la hauteur d'un creux de vague. Alors vu l'exemple que j'ai pris ici à gauche, en fait il n'y a qu'un seul creux de vague qui correspond ici au point C, et C étant de coordonnées 1, 1, moins 2, l'idée, lorsqu'on va faire la définition rigoureuse, ça va être encore d'aller chercher uniquement la surface qu'il y a autour du point C. Donc pour aller chercher la surface autour du point C, et uniquement dans cette zone-là, on va définir le point du plan x ou y qui est à la verticale du point C, donc ça va être le point C' de coordonnées 1, 1, 0, et autour du point C', on va se placer sur le disque de centre C' et de rayon epsilon. Et en faisant ça, on va regarder si on peut trouver un rayon epsilon pour ce disque-là, sur lequel, en fait, lorsqu'on regarde la surface qui est à la verticale de ce disque-là, est-ce que la surface a cette partie-là de la surface a des points qui ont une hauteur ou une altitude, si on veut, qui est toujours supérieure ou égale à l'altitude du point C. Et ici, c'est bien le cas. Alors en plus, là, sur l'exemple que j'ai choisi, en fait, au point C, on a moins 2 qui est un minimum local, mais au fait, il est aussi un minimum global. Donc pour terminer, je vais faire quelques remarques. Donc la première remarque, c'est que lorsqu'on a un extrémum global, il est en particulier forcément un extrémum local. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour le point B, là on avait donc 5 qui était un maximum global, mais c'était aussi un maximum local. Pour le point qu'on avait ici, c'était un minimum local, mais c'était aussi un minimum global. Et pareil pour le point B ici, ou pour le point C, sur la version avec une fonction de 2 variables. Ensuite, un extrémum peut être atteint en plusieurs points, c'est-à-dire que si on prend en une variable la fonction sinus, par exemple 1, c'est le maximum global de la fonction, et pour autant, il est atteint à la fois en x égale pi sur 2, mais il est aussi atteint en 5 pi sur 2, ou en moins 3 pi sur 2, donc c'est vraiment plusieurs, ça peut être donc atteint en plusieurs valeurs, là. Et pour ce qui est une fonction de 2 variables, c'est pareil, puisque là on a une surface qui ressemble un peu à quelque chose qui ressemble au sinus, si on veut, et on se rend compte là que, par exemple, c'est le sommet ici de cette vague-là, si on veut, il a l'air d'être à 2, là, en z égale 2, mais en fait, la hauteur 2, elle est aussi atteinte pour le point qui est ici, ou le point qui est là, ou celui qui est ici, etc. Donc on peut vraiment avoir un maximum, ou même un minimum, mais qui va être atteint en plusieurs valeurs. Ensuite, remarque numéro 3, en fait, on peut remarquer qu'une fonction peut admettre un maximum local sans admettre de maximum global. Et ça marche aussi si on remplace maximum par minimum, évidemment. Alors, pour illustrer ça, un petit exemple, eh bien, je reprends le même exemple que j'ai pris précédemment sur les fonctions d'une variable, mais au lieu de travailler sur l'intervalle i, qui était l'intervalle 1,8, je vais prendre l'intervalle j, qui est l'intervalle 2,8, mais en excluant 2. Dans ce cas-là, quand je travaille sur l'intervalle 2,8 avec 2 qui est exclu, je vais pas avoir de maximum global. Parce qu'en gros, le point le plus haut, là, ça semble être B, mais B, lui, il est atteint en 2 qui n'est pas dans l'intervalle. Ce qui fait que lorsqu'on regarde la définition de ce que c'est qu'un maximum global, on se rend compte que si on travaille avec la fonction f sur cet intervalle j, là, on n'aura pas de maximum global. Et pourtant, au point D ici, on pourra quand même toujours avoir 3 qui est un maximum local. Donc on peut avoir un maximum local et pas de maximum global pour la fonction sur l'intervalle sur lequel on travaille. Un autre exemple où on n'a pas de maximum global, c'est une fonction telle que x puissance 4 exponentielle x qui va en fait tendre vers plus l'infini. Par exemple ici, quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. Donc en fait là, on n'a pas de maximum global. Et en revanche, là, le point qu'on a ici, là, pour la valeur moins 4, là, donc l'ordonnée, là, est peut-être à 4,8 ou 9 ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a un maximum local,
donc atteint en x égale moins 4, mais il n'y a pas de maximum global pour la fonction x puissance 4 exponentielle x. Si on imagine maintenant un exemple en fait sur une fonction de deux variables, donc là pour l'instant ce qui est représenté ici sur l'image, c'est la représentation de cette fonction là, donc 3 moins x carré moins y carré plus 1 dixième fois x carré plus y carré, le tout au carré. Et donc sur ce dessin là, pour l'instant, en fait la fonction est représentée sur le domaine D, qui est donc au niveau du plan x, y, c'est le disque centré en l'origine du repère et qui a pour rayon 2. Donc on constate là qu'il y a un maximum local et global au sommet ici, là qui correspond en fait, le maximum serait 3. Et on constate là que c'est un maximum qui est local et global. Mais si le rayon du disque sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'au lieu de définir la fonction sur un disque, le disque là qui est au plan, qu'il faut imaginer quoi, xy dans le disque qui est au sol de rayon 2, ben il faut imaginer que le rayon va grandir petit à petit et même tendre vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, on va voir comment évolue le graphe de la fonction. Et là, vu comment ça évolue, ben on se rend compte que là, au milieu, on a le sommet là qui va nous donner un maximum local, mais qui n'est plus global. Et comme en fait l'ensemble de la courbe ici, toute la fonction, enfin plutôt la surface part vers plus l'infini, donc vers le haut, eh bien il n'y a pas de maximum global. Donc voilà un exemple de fonction de deux variables pour lequel il n'y a pas de maximum global, et pourtant on a quand même un maximum local. Dernière remarque, en donnant quelques exemples pour terminer, de situations un petit peu particulières. Alors, le premier exemple que je voulais donner, c'est pour une fonction d'une variable. Donc sur cet exemple, en fait, on voit qu'il n'y a pas de maximum global, pas de maximum local. Donc pas de maximum global parce que ici la fonction part vers plus l'infini. Il n'y a pas de maximum local parce que on pourrait croire qu'ici 0 est un maximum local, mais en fait comme la fonction elle tend vers 0, c'est-à-dire que 0 n'est pas atteint par la fonction, donc il n'y a pas de maximum local. Et en revanche, il y a un minimum local qui correspond au point qui est ici, donc le minimum local c'est la valeur ici en y, et donc qui est atteint pour x égale moins 3. Et ça nous donne un minimum local qui est aussi global. Et pour terminer, un exemple sur une fonction de deux variables, pour laquelle en fait on va voir qu'il n'y a aucun extrêmum sur r carré. Donc ici on va voir un peu une animation, mais je vous demande juste de regarder particulièrement les deux points A et B qui sont signalés ici sur le graphe. Et on pourrait croire que par exemple au point A, il y a qu'il y ait un minimum ou un maximum, mais en fait on pourrait presque voir que c'est un peu des deux. Donc en fait c'est ni l'un ni l'autre. Donc précisément là on pourrait croire dans ce creux là que ça fournit un minimum, mais quand on regarde en tournant dans l'autre sens ici, on voit que ça va être aussi un maximum. Ce qui veut dire que autour du point A, il y a des points qui sont un peu au-dessus et des points qui sont un peu en dessous, y compris quand on est très très près du point A. Donc en fait, les points A et B ne correspondent pas à des extrémums de la fonction, ils sont un peu particuliers, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos.